Donc, bienvenue à tous à ce sixième café climatique organisé par les étudiants du réseau UNICE. Je m'appelle Christian, je suis au secrétariat du réseau qui est basé à l'Université Laval. Et puis aujourd'hui, on reçoit Fatima Al-Moussaoui et Anne-Pascale Zemetis. Zemetis. euh, Zemetis, oui. Merci beaucoup. Qui ont participé à une conférence internationale qui vont nous décrire la thématique et leur implication. Je commence par présenter nos deux participantes. D'abord, Fatima, qui détient une maîtrise en santé environnementale mondiale de l'Université de Montréal, et elle poursuit actuellement ses études au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. Sa thèse se focalise sur les communautés de recherche philosophique en tant qu'approche créative pour renforcer l'agentivité environnementale et les comportements durables chez les jeunes. Étant à l'intersection de l'éducation et de la santé publique, ses travaux explorent le potentiel des approches interdisciplinaires pour aborder les défis climatiques. Fatima est convaincue que l'aspiration pour un avenir juste et durable nécessite une remise en question des valeurs prévalentes et un engagement envers des valeurs équitables et justes, ce qui nécessite une réflexion approfondie autour de nos modes de vie et nos choix actuels. Bienvenue, Fatima. On a également aussi Anne Pascal, qui est conseillère en durabilité et décarbonation chez CIMA+, où elle accompagne des organisations publiques et privées dans l'intégration des enjeux climatiques et leurs projets, à leurs projets et stratégies. Elle détient une maîtrise en gestion de l'environnement qui a obtenu à l'Université de Sherbrooke, qui est une université partenaire du réseau UNICE, bien sûr. Un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en développement durable du HEC Montréal et un micro-certificat en vulnérabilité climatique et adaptation obtenu à UBC. Son expérience couvre la résilience climatique, l'adaptation des infrastructures et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a contribué à des analyses de vulnérabilité pour des projets sensibles, à la réalisation d'inventaires de GES municipaux et fédéraux, ainsi qu'à des recommandations techniques pour renforcer la transition carboneutre. Elle a à cœur de vulgariser la science et de favoriser la collaboration entre experts, décideurs et citoyens pour accélérer la transition vers des sociétés plus résilientes. Bienvenue, Anne-Pascale. Merci. Donc, je présente un peu la thématique que nous allons discuter aujourd'hui. En juin 2025, Fatima et Pascal ont représenté le Québec au ACE Hub à Bonn, en Allemagne. C'est un événement visant les jeunes et l'action climatique, en plus de l'action climatique et la participation citoyenne. Passionné par la gouvernance climatique et l'impact des politiques internationales sur les décisions locales, cette participation au ACE Hub leur a permis de dialoguer avec des acteurs du monde entier et de partager des perspectives issues de leur parcours académique et communautaire. Elles sont ici aujourd'hui pour nous parler de leur expérience à cet événement international. Le ACE Hub, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Et là, on va voir qui prend la parole en premier. Le ACE c'est comme un espace pour la collaboration entre la CCNUCC, donc la CCNUCC, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et le gouvernement d'un gouvernement local en Allemagne, dans lequel se trouve la ville de Bonn. Puis le but de cet espace, c'est vraiment de mettre en œuvre l'action climatique et la participation citoyenne, surtout chez les jeunes, pour discuter des moyens d'agir face au changement climatique à travers l'éducation, la sensibilisation et la participation citoyenne. Ça passe aussi à travers 6 éléments que vous avez notés, fait que c'est l'éducation et la sensibilisation du public au changement climatique, la formation, la participation du public, l'accès du public à la formation et la coopération internationale sur ces enjeux. Puis, dans le fond, c'est un des outils pour s'appuyer sur les articles 6 et 12 de l'accord de Paris. Le fait d'avoir un peu plus d'inclusion des jeunes dans la mise en place des politiques en changement climatique. Puis, dans le dialogue. Donc, c'est vraiment... c'est bien résumé, Fatima. Fantastique. Donc, au départ, comment avez-vous entendu parler de l'événement? Puis, on voudrait savoir aussi les étapes que vous avez prises pour y participer, s'il vous plaît. En fait, moi, c'était très simple. Je connais le GIEC, les Offices Jeunesse internationaux du Québec.
Logique ont plusieurs plateformes pour favoriser la mobilité des jeunes Québécois à l'international, que ce soit le support financier pour différents projets plus individuels, mais ils ont aussi des projets clés en main. Donc, par exemple, ce projet-là, le gouvernement de l'Allemagne, donc Bonn, a contacté le ministère des Relations internationales, de la francophonie, pour regarder s'il y avait potentiellement des jeunes Québécois qui étaient intéressés, puis on fait la publication sur leurs réseaux sociaux. Moi, de mon côté, j'ai simplement vu ça sur LinkedIn. J'ai envoyé ma candidature et j'ai été prise. Le processus est relativement simple et accessible si on prend le temps de s'informer des différents projets qui sont disponibles pour les jeunes Québécois. Moi, de mon côté, j'ai fait passer l'annonce dans la newsletter de l'Institut EDS à l'Université Laval, donc Environnement, Développement, Société. Si vous êtes à l'Université Laval, peut-être vous avez entendu parler. Puis dans les offres, dans les annonces qu'ils avaient envoyées, il y avait une offre de financement pour participer à cette conférence. Et c'est là que j'ai appliqué. Il y avait pas mal de documents qu'il fallait soumettre, mais c'était pas très compliqué. Donc, il fallait répondre à certaines questions pour dire pourquoi ça nous intéresse, comment ça s'aligne avec notre cheminement, puis peut-être notre CV, si je me trompe pas. Puis Ouais. c'est ça, j'avais soumis ma candidature, puis après on m'a revenu, c'est à travers Logique, ils me sont revenus pour me dire que ma candidature a été retenue pour participer dans la délégation québécoise à cet événement. J'allais en profiter pour faire un beau pitch là, pour non seulement Logique, qui est notre partenaire là, pour les événements jeunesse là, qui impliquent un déplacement. Ils offrent des bourses, comme Anne-Pascale a expliqué, pour certains événements spécifiques, puis aussi comme un processus qu'on peut appliquer pour des bourses là, en identifiant un événement international euh, par exemple, la- les jeunes à l'international qui veulent venir au Québec pour assister peuvent appliquer. Puis, Fatima, ben aussi, toi, tu connais l'Institut EDS, qui est comme le parapluie au-dessus du réseau Unicé, le projet qui est rattaché à l'Institut EDS. Donc, on repartage souvent des activités de l'Institut. On fait la promotion des autres projets. Donc, c'est ça, s'il y a un événement qui est passé là, il peut se retrouver dans notre infolette également. Fait que, c'est, comme tu dis, un très bon conseil de suivre là, les différentes publications. Donc, au niveau peut-être plus personnel ou en lien avec votre parcours académique, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cet événement dans le cadre de la SB62? De mon côté, c'est vraiment un désir d'apprentissage, d'avoir une opportunité de rencontrer des gens qui sont encore plus dans le domaine, qui sont impactés par tout ce qui est changement climatique à différents niveaux, puis de pouvoir apprendre de leur expérience, puis de leur implication plus au niveau politique, puis aussi de mieux comprendre comment ces politiques-là découlent vers nos politiques canadiennes et québécoises. Puis, par le fait même, de mon côté, je travaille davantage en infrastructure, résilience, construction, de comprendre comment est-ce que ça peut moduler la construction de nos villes, de nos bâtiments, puis de ramener ça dans ma compréhension en tant que consultante. Moi, de mon côté, ça rejoint ce que tu dis, Anne-Pascal. Puis en plus de cela, moi, je suis comme une personne plus en recherche, je fais mon doctorat, donc je suis un peu dans mes articles, dans la théorie. Puis je voulais vraiment aller voir aussi du côté pratique, comment ça se traduit, comment on peut Mm. voir l'effet de ce qu'on fait, de peut-être voir la réalité sur le terrain, parce que des fois, on est trop dans la théorie, puis on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, ça, c'était aussi un côté apprentissage que je voulais aller chercher. Et aussi le côté networking avec des personnes, des activistes à travers le monde, aller voir ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur part, qu'est-ce qu'on peut échanger. Je pense qu'on a vraiment pu bénéficier de ce côté-ci. Oui, ben c'est ça, il faut dire que les gens qui participaient à cet événement-là venaient vraiment de partout. Et, tu sais, il y avait des gens de la Philippines, du Bangladesh, de l'Allemagne, of course. Mais tu sais, c'était vraiment diversifié, puis ça amenait des points de vue super intéressants sur différents sujets. Et, donc, c'était vraiment des échanges collaboratifs, là. On essaie de renforcer avec l'existence du réseau, c'est de créer tu sais, partager des connaissances à l'international, rencontrer des personnes dans différents pays qu'on n'aurait peut-être pas été en lien sans l'existence du réseau ou des opportunités de réseautage qui existent. Puis aussi l'importance d'assister à des événements à l'international, malgré les coûts et la logistique que ça implique.
justement pour faire ces connaissances en personne qui peuvent après ça mener à des collaborations plus poussées par la suite. Super. Donc là, on a comme un peu un aperçu de cet événement-ci. Comment ça s'est déroulé? Peut-être comme combien de journées il y avait, puis aussi là, les activités, les ateliers, des rencontres qui vous ont marqué? L'événement s'est déroulé pendant 3 jours. Ben, le SP 62 s'est déroulé pendant une semaine, puis le ACE Hub, donc la partie dans laquelle on était impliqué, ça s'est déroulé pendant 3 jours. C'était des journées complètes, donc peut-être à partir de 8h30, 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. La première journée, on avait des ateliers donc, ou des petits speeches. Donc, c'était comme des ateliers, des présentations, des discussions, des travaux d'équipe qu'on faisait ensemble puis qu'on présentait ensuite, on échangeait ensemble. La deuxième journée, c'était une excursion à la ville de Düsseldorf, en Allemagne. C'est une ville qui a pas mal appliqué plusieurs projets environnementaux. C'est vraiment intéressant de voir comment eux autres, ils ont vraiment, mettons, appliqué des toits verts, ils ont fait des projets de verdissement, etc. Puis pourquoi ils ont, c'est la logique après, pourquoi ils ont pris de telles décisions pour verdir leur ville. Donc, ça, c'était vraiment inspirant. Puis la troisième journée, c'est un mix d'ateliers et on a pu aussi participer à une rencontre dans le siège des Nations Unies. Pascal, est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés là que tu t'attendais pas ou peut-être tu avais contacté avant l'événement, puis là tu dis on se retrouve sur place? Ben, plus du côté local, c'est vraiment intéressant aussi de rencontrer les représentants du ministère de la francophonie. Il y avait quand même une très bonne représentation du Québec, un peu moins canadienne et pas du tout américaine. Mais c'était quand même intéressant de voir qui était là, qui participait. Puis au niveau local, de créer ces liens-là. Mais aussi, je dois dire que les participants en eux-mêmes, plus au niveau jeunesse, là, puisqu'on a participé au ASUB, c'était beaucoup des parcours diversifiés. Tu sais, on avait des ingénieurs, on avait des gens qui étaient beaucoup plus en politique. Donc, ça, c'était très intéressant de mon côté de rencontrer différents acteurs avec différents parcours qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre en résilience, changement climatique. Donc, de voir aussi qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer puis de travailler dans ce domaine. Okay. Un lien marquant qu'on a pu faire, c'est avec la délégation de la Catalogne en Espagne. Donc, eux aussi, c'est comme le Québec, c'est un sous-gouvernement, donc pas un État fédéral. Puis, on a vraiment bien cliqué avec cette délégation, on a bien pu échanger avec eux, peut-être parce que aussi on partage des réalités. On n'est pas au niveau fédéral, donc on parle au niveau plus provincial ou sous-gouvernemental. Puis, je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous d'échanger avec eux, de voir quelle est leur expérience, quelle est la réalité de leur côté. Super. Merci beaucoup pour cette description de l'atmosphère et peut-être des gens qui étaient sur place. Quand on arrive au campus de l'ONU à Bonn, c'est vraiment un grand espace de collaboration. Il y a beaucoup de salles de conférences. C'est très, très grand. Puis on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y travaillent. De mon côté, ça m'a vraiment impressionné de voir ça. Côté pratique, est-ce qu'il y avait des accréditations spéciales ou des codes de sécurité à obtenir ou des applications spéciales à faire afin de pouvoir accéder sur le site? Ben, fallait prouver en fait notre inscription à l'événement. Là. Il y avait quand même la sécurité aussi. Ouais, Pour ben on avait rentrer. reçu à l'avance comme un certificat d'inscription. Puis Ouais. quand on arrive à l'accueil, il fallait qu'on le présente avec une preuve d'identité, je pense. Et là, on prenait une photo, puis on recevait comme un badge qui nous donnait accès au lieu. Là, on va passer à l'intérieur, je pense. Oui, en fait, ça, c'était l'événement que Fatima parlait la dernière journée. Donc, on a pu participer à une séance collaborative, là, vraiment des Nations Unies. Là. Puis en soi, c'était un atelier qui cherchait à voir comment on pouvait impliquer davantage les jeunes dans la prise de décision euh, en changement climatique et en politique. Fait que, essentiellement, on était séparés en groupes francophonie, anglais et espagnol. Puis, il y avait beaucoup de questions. Puis, à ce moment-là, on n'était plus qu'avec les personnes du ACE Hub. On était vraiment avec
tous les représentants des délégations, autant de différents pays, là. Fait que ça a amené des discussions qui étaient très riches. Fatima et moi, on est allés dans le groupe francophone, puis on était un groupe beaucoup plus petit que le groupe anglophone. Donc, les gens qu'on a pu y rencontrer avec des idées, c'était vraiment intéressant. Quelqu'un qui représentait, je ne me souviens pas exactement c'est quoi son rôle au ministère du Maroc, quelqu'un qui représentait la République démocratique du Congo aussi, qui était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ce qui était intéressant, c'était que c'était vraiment des personnes de différents âges, de différents arrière-plans, des expériences différentes, puis chacun amenait une perspective que peut-être pour nous, c'est pas celle qu'on connaît ou celle qu'on côtoie d'habitude. Puis c'était vraiment intéressant vraiment d'ouvrir les yeux à ces différentes. Mhm. J'ai changé de photo pendant que tu parlais, mais là, c'est la photo de vous deux, je pense, à l'intérieur de la salle aussi là, Ouais. de conférence. Est-ce que vous connaissiez avant? Est-ce qu'il y avait un événement pré-départ où vous avez fait connaissance sur place? On a fait connaissance en ligne OK. avant le départ, Ah, très moins. rapidement, OK. mais on s'est rencontrés là-bas. Et ça crée justement une super belle collaboration. Puis maintenant, ça, ça crée des liens, oui, à l'international, mais aussi local, qui sont vraiment, pour moi, encore plus forts et pertinents. Euh, Vu là, vous avez expliqué qu'il y avait des gens venant de différents parcours, différents pays, différents âges. Est-ce qu'il y avait euh, une bonne atmosphère sur place? C'était très collaboratif, c'est sûr que il y avait une certaine ère de re-questionnement sur l'implication internationale de certains pays, sans nommer quel pays. Mais non, c'était très collaboratif. C'est sûr qu'il faut garder espoir de, de l'impact que les politiques internationales peuvent avoir sur les décisions, puis sur les décideurs, puis comment est-ce que tous et chacun peut avoir un certain impact. Donc, d'où la raison d'impliquer davantage de jeunes dans la prise de décision, puis de créer des événements comme le ASUB. Non. Intéressant de voir que les défis sont différents aussi, puis les problèmes auxquels ils font face en termes de changement climatique sont des problèmes peut-être qui sont super différents de ce que nous, on a comme challenge au Québec. Et je trouve, ce que aussi on a trouvé un peu dommage de mon côté, c'est que vu que c'est un événement qui nécessite de financement de gouvernement, donc il y avait une absence de certaines régions du monde ou certains pays juste parce que ben, ils n'ont pas le financement pour que leurs jeunes soient présents. Fait que ça comme ça nuisait un peu à l'échange parce qu'il y avait un bout du puzzle qui était juste là. Tout le monde. Est-ce qu'il y avait un élément de participation à distance qui était possible ou exclusivement il fallait que les gens se déplacent et soient présents? Il y a eu certains moments que justement certains conférenciers qui devaient être présents ont fait leur participation à distance en raison de contexte politique. Donc, il y a une possibilité que ce type d'événement-là soit plus à distance, mais la richesse des connexions que tu fais en présentiel est beaucoup plus profonde, d'où la raison d'amener les gens au même endroit. Et on peut se questionner justement, si on parle de changement climatique, du fondement d'amener plusieurs personnes en avion au même endroit. C'est la discussion, Mais c'est le commentaire qui revient à chaque événement et chaque échange qu'on fait, nous, quand vient mais le c'est temps pas pareil. de décider, mais je pense que euh, on est tous conscients de l'impact, puis on est tous responsables aussi là, de faire nos propres choix. La richesse des échanges était vraiment plus profonde en étant en présentiel, en échangeant, en voyant les réactions aussi des gens qui sont plus difficiles à voir en ligne, justement par les différences culturelles, par, tu sais, donc je pense que ce type d'événement-là a plus sa place en présentiel. Surtout que quand tu es sur place, tu dédies toute ta journée, tout ton temps pour l'événement, donc tu as plus de temps pour échanger, pour apprendre les autres, Mhm. pas dans l'aspect virtuel. En fait, ça, c'est l'ensemble de notre groupe OK. qu'on a eu la chance de participer. Donc, tous ces jeunes entre 18 et 35 ans qui viennent de peu partout. C'est vraiment le groupe qui a participé au ACE Hub, Au donc complet. Action for Climate Empowerment. Donc, ça, c'est l'ensemble de tous les jeunes. Donc,
on a dans cette photo-là, oui, nous qui représentons le Québec, mais on a des représentants de la Catalogne, l'Espagne, Bangladesh, Allemagne, Inde. Inde, oui. Les Caraïbes, je me souviens pas quel pays exactement. Mais c'est vraiment très diversifié comme groupe. Excellent. Donc, maintenant, suite à votre participation, on a l'événement aujourd'hui, mais aussi, comment est-ce que vous pensez mobiliser votre communauté ou l'inspirer, que ce soit le groupe universitaire, votre communauté municipale, les associations à laquelle vous adhérez, euh, suite à ce que vous avez appris durant l'événement? De mon côté, ce qui se passe maintenant, c'est une partie de comment je voudrais mobiliser la communauté puis un peu transmettre ce que j'ai vécu comme expérience. Donc, j'ai participé à cet événement. J'ai aussi écrit un petit article de blog qui a été publié en ligne en français à propos de mon expérience, quelques réflexions. On a aussi l'intention, Anne-Pascale et moi, de rédiger un rapport qu'on va transmettre au gouvernement du Québec à propos de notre expérience, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on peut en tirer. Puis si on encourage peut-être à d'autres jeunes à y participer dans les années prochaines. Il y a aussi beaucoup de discussions en privé, pas non formelles, dans lesquelles peut-être on partage ce qu'on a. C'est un peu très, comment dirais-je, très ambigu, tu sais, qu'est-ce qui se passe à l'ONU dans les sièges de discussion internationale politique. C'est au niveau peut-être plus communautaire, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça serait intéressant, ce qui est important, d'aller raconter ce qui se passe, pourquoi c'est important, pourquoi c'est pertinent de s'y impliquer, de transmettre la voix des jeunes dans ces discussions. Et moi, de mon côté, ça a été aussi un retour d'expérience avec mes collègues à l'interne. C'était plus sous ce format-là, de mon côté. Mhm. Les publications puis les rapports que vous mentionnez, est-ce que ça faisait partie des livrables en lien avec votre financement ou c'est simplement comme Non, pour prolonger un peu l'expérience oui. de ce que vous avez appris et comme le repartager? Et pour aussi, tu sais, la mission essentielle du ASUP, c'est le partage des connaissances, mais aussi d'encourager d'autres jeunes à la participation. Donc, en partageant ces outils-là, notre retour d'expérience, c'est de motiver d'autres personnes à développer son réseau à l'international et local en changement climatique. Donc, écrire ce rapport-là, par exemple, le partager au ministère, c'est pour s'assurer qu'il y ait une continuité de ce type de subvention-là pour donner l'opportunité à d'autres personnes de différents milieux de participer à ces événements-là. Il me reste une dernière photo. Vous pourrez nous dire où nous sommes? En fait, ça, c'était durant la marche d'adaptation et de résilience à Düsseldorf. Comme Fatima expliquait, c'est super intéressant de découvrir un peu les différentes mesures d'adaptation qu'on ne voit pas nécessairement dans la vie de tous les jours. En soi, tu sais, même sur l'île de Montréal, on en a tout plein de mesures d'adaptation qu'on ne connaît pas, monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça, c'était vraiment une façon d'être plus sensibilisé à les identifier. Puis en les identifiant, tu te rends compte à quel point, bon, ben, il y a il y a des alternatives pour les îlots de chaleur, les inondations et tout, qu'on peut ramener à la maison ou qu'on peut faire connaître au public pour être capable d'en parler, de mettre encore plus de pression pour adapter nos villes au changement climatique. Donc, c'était vraiment pertinent, puis c'est le genre d'événement c'est certain que ça existe à Montréal, à Québec, plus au niveau local, mais qui serait intéressant à ramener plus au niveau université pour différents étudiants et tout, là, pour connaître mieux nos villes. Puis de leur côté, le ministère de Düsseldorf avait comme tout un trajet de résilience climatique à nous partager, puis à nous montrer. C'était vraiment intéressant. C'est comme une marche dans laquelle ils vont nous faire passer à travers différentes stations dans la ville où ils ont appliqué des mesures d'adaptation ou de mitigation au changement climatique. Puis c'est des choses qu'on peut voir à tous les jours, peut-être comme a dit Anne-Pascale, ça existe sûrement à Montréal et à Québec, mais on ne se rend pas compte que c'est des mesures d'adaptation. Fait qu'on avait un guide, puis ce guide-là s'arrêtait à chaque station pour nous expliquer, ben là, on a fait ci, 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 ci. Voici, on nous montrait des données, des photos pour nous expliquer ben, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ce choix-là.
C'est intéressant parce que ça nous donnait une prise de conscience un peu de l'espace autour de nous, des décisions qu'il y a en arrière, des réflexions qu'il y a en arrière. En cette période-là de rentrée universitaire, ça donne peut-être des idées euh, à différentes associations étudiantes ou des groupes là, à l'université. Comme je vois souvent là, comme des tours du campus pour identifier les places importantes là, comme un nouvel étudiant ou un étudiant international. Mais il y a peut-être une thématique à faire, là, une visite des espaces là, de résilience climatique là, qui sont certainement nombreux sur les différents campus de nos universités. Donc, on revient au Ace Hub. Quand, si vous aviez un message clé à retenir et puis à partager suite à votre retour à la maison. Un message clé, l'importance de développer son réseau. Et en soi, c'est vraiment ce qui peut faire une différence, je pense, justement quand tu as des idées de petites ou de grandes envergures, avoir un réseau qui est diversifié, ça peut donner vraiment un effet levier sur différentes idées. Puis, on pense souvent qu'individuellement, on ne peut pas vraiment faire une différence, mais justement, en rencontrant ces réseaux-là qui sont diversifiés, que chaque personne a des expertises qui sont propres à eux-mêmes, on peut voir les collaborations potentielles. Je dirais, ouais, c'est vraiment ce qui m'a marqué à quel point c'est fort de pouvoir échanger, rencontrer du monde différent, qui ont des parcours totalement différents du tien, puis de pouvoir s'aider à avoir une petite mini différence à ton échelle. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Je rajouterais par-dessus ça l'importance de la voix des jeunes. Des fois, peut-être on ne valorise pas vraiment, on sous-estime, mais on a même vu à travers nos échanges, il y avait une personne qui venait d'un pays africain, je ne me souviens plus quel pays, mais elle nous racontait que chez eux, dans le gouvernement, il y avait des représentants des jeunes qui étaient là pour participer Mhm. à la prise de décision, pour transmettre les points de vue des jeunes, les enjeux que les jeunes voient. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est un message. Ça serait vraiment un point important. Puis, c'est là où je fais un peu de lien aussi avec ma thèse de doctorat, parce que moi, je me concentre un peu sur les jeunes, sur le re-questionnement de nos valeurs, de nos modes de vie. Puis, ça nous ramène à se dire, ben, c'est pas juste une question de politique et de technologie, mais c'est aussi des réflexions que les gens doivent avoir Mhm. pour changer leur mode de vie, faire des choix plus environnementaux. Excellent. Merci beaucoup pour ces messages inspirants avec lesquels on peut tous s'outiller pour la suite. On est rendu à la période des questions. Donc, moi, je vais céder la parole à d'autres. Donc, parmi les personnes qui se sont joints aujourd'hui, qui ont écouté là, votre retour d'expérience, n'hésitez pas à lever votre main, à ouvrir votre micro, simplement nous dire votre nom, votre université, puis à qui s'adresse la question. Ça va faciliter l'échange pour tout le monde. Bonjour. Nasrine, tu as la parole. Oui, donc je m'appelle Nasrine. J'étais à l'UDM. Là, je viens tout juste de graduer de mon bac en environnement, société et transition. Puis là, je commence ma session à HEC en management et développement durable pour la maîtrise. Et puis, je me demandais, donc c'est la COP 30. Mhm. SB62, c'est un espace dans lequel les personnes qui vont participer à la COP décident de l'agenda qui va être discuté à la COP. Discuter à la COP. Ok, ok, Fait que c'est comme en préparation à la COP. d'accord. Fait que c'est comme une pré-rencontre décidée. C'est très... Il y a certaines rencontres qui sont très procédurales, là. C'est Mhm. passe des heures à discuter exactement comment écrire les échanges pour les discussions de la COP. Ou la Ok. Je définition comprends. d'un terme, genre. C'est là qu'ils vont décider ces affaires avant la COP. Et est-ce que vous, par exemple, en tant que participant, vous avez votre mot à dire, un avis à donner? En fait, dans l'événement qu'on a participé, donc l'événement de l'ONU qui était collaboratif, oui, à ce moment-là, oui, on avait un mot à dire. Tu peux lever la main pendant la séance de questions pour participer, mais en soi, pendant les négociations même de qu'est-ce qui allait être discuté pendant la COP, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si, par exemple, Fatima et moi, on aurait pu dire quelque chose. Je comprends.
Puis en étant là, et puis vous avez quand même participé à des discussions qui sont du coup comme un début, une bande-annonce de ce qui va se passer à la COP, est-ce que vous arrivez à retirer comme une thématique en particulier qui ressort et qui shape un peu la COP qui arrivera bientôt? Sur quoi se concentre en fait la COP qui arrive bientôt? Ça serait plus axé sur quoi? C'est une très bonne question. De mon côté, je ne serais pas capable de te répondre. Je ne peux pas dire que j'ai assez participé aux négociations même pour savoir qu'est-ce qui va en ressortir. Fatima, est-ce que de ton côté? Je ne pourrais peut-être pas avoir une réponse claire à cette question. Peut-être. Je comprends. Mais c'est une très bonne question. Je comprends. Parce que j'ai remarqué que la plupart des COP, chaque année, en fonction de quel pays la donne, puis quelle thématique, on a déjà discuté la COP l'année passée, il y a toujours une thématique qui ressort. Je me rappelle la COP 28 aux Émirats, puis l'année dernière. Mhm. Je trouve que chaque année, il y a quand même un thème particulier, puis je me demandais si vous aviez un peu une idée du thème de cette année, mais j'imagine qu'on le saura bientôt. Ça arrive vite, là. Ouais. Ça peut être une super belle opportunité. Puis, tout type, vous voyez, Fatima et moi, on a un background, un parcours qui est très différent. Puis, les deux, on a eu l'opportunité de participer. Donc, ça peut être vraiment n'importe qui. Ouais, je comprends, mais je pense que c'est réservé aux Québécois parce que moi, je suis étudiante internationale OK, au ouais. Québec, Oui. donc je pense pas que c'est mon cas. C'est une Euh, question qui revient souvent, en fait, là, pour justement au niveau des accréditations à la COP. Puis pour la participation, c'est comme un aspect que j'ai découvert en rejoignant là, le secrétariat moi-même. Puis à chaque année, j'en apprends plus là-dessus. Il y a une délégation de l'Université Laval qu'on prépare avec l'Institut EDS, qui était ouverte aussi aux membres du réseau Unicé. Euh, la technicalité, comme la difficulté pour accéder à l'espace de la COP à chaque année, c'est au niveau des accréditations. Donc, le nombre est limité. Surtout en plus, cette année, c'est dans une région éloignée qui va limiter peut-être Mhm. soit du côté logistique ou du côté hébergement. Comme, il y a plein d'enjeux Mhm. de ce côté-là aussi. Le nombre de personnes qui pourront être sur place. Et puis par le passé, il y a des étudiants du réseau qui avaient identifié d'autres avenues, que ce soit à travers leur propre université, afin de faire ces demandes d'accréditation. Il y a des associations jeunesse comme Yungo qui revenaient Mhm. souvent dans les propositions. Et puis il y a un étudiant par le passé, Dismas, qui lui a assisté à la COP à Sharm el-Sheikh en étant bénévole. Donc, il avait appliqué puis il travaillait dans le comité de communication durant la COP. Puis fait que ça lui a permis d'accéder. Puis il y a peut-être un soutien aussi qui était offert par son gouvernement. Là, je m'avance, là, il faudrait que je revoie ce que Dismas avait dit, là. Mais ça lui avait ouvert la possibilité d'être sur place. J'aurais une autre question aussi. Vas-y. Si vous travaillez dans quel domaine, puis comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui? De mon côté, je travaille pour une entreprise de consultants en ingénierie. Donc, j'ai fait ma maîtrise en environnement, mon bac en développement durable. J'ai travaillé pendant quelques années en mesures de protection environnementale, donc concrètement sur des chantiers de construction. Mm. Puis, à mon retour au Québec, je voulais un peu plus m'impliquer de façon plus corporative, voir comment est-ce qu'on peut avoir un impact plus en amont, c'est de la préparation des projets en résilience climatique. Donc, je travaille dans ce domaine-là depuis 1 an environ. J'apprends beaucoup. Je dirais que je suis en début d'apprentissage chez une super belle équipe que eux ont travaillé pendant longtemps, plus par exemple chez Uranus. Donc, ils ont développé leur expertise, puis maintenant ils sont du côté plus corporatif. J'apprends beaucoup d'eux, c'est de mes collègues. Mais donc, c'est ça. Ouais, bah, j'ai remarqué justement parce que depuis mon bac, même bien avant, je suis toujours à la recherche d'un stage ou d'un emploi en environnement. Puis j'ai beaucoup de mal parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les jobs en environnement sont beaucoup plus axés sur le côté ingénieur. Et comme t'as beaucoup d'opportunités, mais t'as quand même besoin d'une certaine formation en ingénierie que personnellement, je n'ai pas. Je ne l'avais pas non plus. Je l'ai Ouais. appris sur le tas. J'ai eu une porte ouverte de stage. J'avais pas nécessairement, j'avais un background en gestion de l'environnement et non en Mhm. ingénierie environnementale. Mhm. Mais là, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine.
j'ai acquis de l'expertise, mais j'ai énormément à apprendre. Fatima avait présenté au dernier colloque de l'Institut EDS, donc en plus de participer aux événements du réseau Initiation, on la voit très active là, dans les colloques et les événements où tu peux présenter tes travaux de recherche. Ouais, effectivement. Jacob, est-ce que tu as une question? Désolé, parce que Ben je non. viens de Sherbrooke pour justement faire des études sur la carboneutralité des fermes. Fait que là, j'étais dans mon char. Puis là, vu que j'arrivais de la ferme, ben, il fallait que je me change en tout cas. Un chapeau peut-être là avec nous, malgré les... Ben oui. Ça a fini plus tard que j'avais prévu, c'est pour ça. Mais ouais, ben moi, ma question, c'était plus un peu logistique, là. Là-bas, mettons, comment ça marchait pour l'hébergement, puis les déplacements, puis tout. En soi, on avait un portefeuille de support financier, de subvention, puis c'est nous qui devions trouver notre logement. Puis, ils nous donnaient un certain montant par journée qu'on était à l'événement et ils nous remboursaient notre billet d'avion. Donc, ça, c'était pour logique. Puis, ils payaient aussi notre participation à l'événement, là, en soi. Donc, essentiellement, c'était de ce format. On n'était pas vraiment tous logés à la même place. Non. On avait chacun était responsable de trouver son endroit, puis on devait juste fournir les preuves de réservation à Logique, puis ensuite, qui se chargeait de rembourser. Merci, c'est une super réponse. C'est Jacob pour tes questions. Puis je pense que tu soulèves un excellent point. C'est pas une question piège, mais sans ce financement, est-ce que vous auriez pu participer? Sûrement pas. Mhm. C'est pas très accessible autrement, là. Donc, Ouais, je suis c'est d'accord. vraiment une belle porte ouverte à tout le monde. Mhm. Ouais. Je reparle souvent de l'appel à projet qu'on a annuellement qui offre un certain soutien financier et logistique, les concours qu'on a chaque année, puis justement différents organismes qui offrent des bourses de participation puis des accréditations. Donc, c'est important de suivre là, qu'est-ce qui est disponible, puis on fait un effort, nous, d'essayer de rassembler ça, puis peut-être de les amplifier s'ils sont méconnus ou souvent, peut-être, on n'est juste pas conscient que ça existe. Comme je pense que vous nous avez donné un excellent résumé de votre expérience, des thématiques qui étaient abordées, puis aussi des mots d'encouragement pour chaque personne de rechercher ces différentes opportunités et comment peut-être y participer. Donc, je pense que c'était excellent, un excellent apprentissage pour ceux qui étaient présents aujourd'hui et qui pourront regarder la diffusion plus tard. Donc, merci beaucoup, Fatima, Anne-Pascale, pour le temps accordé aujourd'hui. C'est le dernier événement que nous tenons en ligne avant les activités de la rentrée U-Laval. Donc, le réseau Unicé et l'Institut EDS aura un kiosque sous le chapiteau principal le 2 et 3 septembre. Donc, venez nous rencontrer, également de découvrir les différentes associations étudiantes. Certainement que nous, on va se promener aussi pour découvrir les différents groupes étudiants qui sont sur le campus. J'espère que vous aurez pareil sur le campus de votre université. Par la suite, n'hésitez pas à nous écrire afin de proposer vos thématiques de café climatique. C'est une belle série qu'on a eue durant l'été, puis qu'on vise à continuer pour mettre en valeur les initiatives étudiantes, les différentes activités, le partage de connaissances. Donc, n'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite un excellent début de session d'automne. C'est l'automne en Amérique du Nord. Peut-être les études commencent plus tard dans votre région du monde, mais peu importe. Bonne suite de parcours académique.